Alors nous sommes le samedi 26 juillet 2014, nous sommes de retour à la Seine-sur-Mer, j'ai quelqu'un à côté de moi, j'ai dû demander de se présenter, bonjour. Je suis François Trucy, médecin dans une vie antérieure, 83 ans, ancien maire de Toulon sur le plan politique et sénateur encore pour quelques semaines. Alors d'une part, est-il besoin de vous dire que je suis content de vous rencontrer parce que je vous ai vu à la fête du livre la dernière en date, donc je suis passé sur votre stand, j'ai parlé avec vous. Le souvenir que j'ai, c'est quelqu'un d'extrêmement sympathique. J'ai retrouvé la personne que j'ai vue il y a quelque temps sur le stand de la Foire du Livre. C'est-à-dire que là, vous avez goûté le plaisir de cette fête du livre. Parce qu'en fait, il y a les livres, il y a les auteurs, mais c'est surtout le mouvement extraordinaire des gens qui veulent peut-être acheter un livre, ils veulent voir les auteurs, et puis ils se rencontrent, et puis ils parlent de tout ça. Et ça crée une atmosphère d'une convivialité, d'une richesse à laquelle vous avez été conquis. Et on peut parler avec vous. Oui, bien sûr. Comment vous percevez justement le public, les réactions des parutions que vous avez faites? Alors, le public est extraordinairement divers. C'est d'ailleurs bien le problème pour quelqu'un qui veut écrire quelque chose, c'est que bien sûr, il l'écrit d'abord pour lui, mais très rapidement, il essaye qu'il y ait dans son ouvrage, si modeste soit-il, il y ait des sujets d'intérêt les plus vastes possibles. Et en fait, l'auteur, il ne sait jamais ce qui va intéresser quelqu'un. Et la surprise, elle est permanente. Donc, en définitive, je crois qu'il ne faut pas trop s'écarter du chemin qu'on s'est tracé au début. Et puis, il faut essayer de faire quelque chose d'un peu riche, parce que le public est très fervent. Regardez, vous avez vu la foule? Et alors, la foule, bien entendu, se précipite sur les grands auteurs. Si M. d'Ormesson est là, il y a la queue. Mais elle regarde tous les autres. Et elle regarde toutes les productions. Elle est très attentive, la population. Alors, ce ne sera pas un secret de vous le dire, que nous on essaye aussi de mettre l'accent sur les auteurs locaux. En témoigne justement la dernière luttée littéraire d'une association de Carcarane, avec l'accueil que vous pouvez imaginer. Donc, toujours le plaisir d'une part de retrouver les écrivains, d'en découvrir d'autres aussi. Et justement, on va commencer par là, puisque moi j'aime bien tout savoir. Je pense que vous avez probablement vu certains de nos sujets. Alors on va bien sûr parler du dernier livre, on est là pour ça, mais on va parler des autres aussi, il n'y a pas de raison. Donc ça fait combien de temps que vous êtes, si vous me permettez l'expression, tombé dans l'écriture? Tombé dans l'encre. Écoutez, pas depuis plus de 3 ans. J'ai écrit énormément de choses par les années passées, mais c'était des rapports techniques, des rapports pour le Sénat, excessivement sérieux et intéressants, en espérant que les gens les lisent. C'est fait pour ça. Quand le Sénat lance une étude, il nomme un rapporteur, et ce rapporteur doit faire l'essentiel pour que la loi qui va venir soit la meilleure possible, et il l'écrit. Mais ça n'a rien à voir avec l'écriture qu'on peut tout d'un coup découvrir quand on veut traiter un sujet familial, historique ou régional. Et vous avez raison d'insister sur la qualité, l'abondance et la qualité des auteurs locaux, parce que c'est pas d'aujourd'hui. Toulon et le Var ont toujours été excessivement riches en peintres, en philosophes, en musiciens et en auteurs et en poètes. Donc en définitive, chaque fois que quelqu'un d'aujourd'hui essaye d'écrire quelque chose, qu'il le fasse du mieux possible, il prend le relais de des grands anciens. Ça fait plaisir. Absolument. Et donc, on va revenir à la question, parce que j'aimerais bien savoir combien de livres au total? C'est le deuxième, en ce sens que le premier, c'est une histoire, j'allais dire, au départ familiale, dans un livre de raison écrit en 1806 par un autre François Trucy, c'était pas moi. Ce type-là a raconté à l'époque, c'est mon trisaïeul, il a raconté une histoire ahurissante pendant la Révolution, où avec son frère et avec son père, ils ont sauvé leur vie de justesse, mais en allant chercher ce qui s'était passé pour eux, j'ai trouvé des multitudes d'autres histoires, plus ou moins entrecoupées, qui ont fait l'objet du deuxième livre qui s'appelle Les Suspects, et qui, il reprend une dizaine de destins de toute nature, et qui sont tous intéressants, parce qu'en fait, à travers chacun, très différents les uns des autres, on voit une partie de l'histoire du moment, partie des difficultés, des horreurs aussi, quelquefois, du moment, et en fait, quand on a fini le livre, on a une bonne vision de ce qui s'est passé en 1793 dans le Var. Alors justement, quand vous étiez donc à la fête du livre l'année dernière, quel était le livre que vous présentiez à l'époque? Alors ça s'appelait Piège, parce que Piège, c'est le lieu-dit sur la commune de Régus, dans le Var, où mes ancêtres ont été arrêtés par une belle nuit alors qu'ils tentaient de s'échapper de Barjol et que leurs aventures commençaient. Elles commençaient et elles s'entrecroisaient avec toutes les autres que j'ai racontées dans Les Suspects. Dans Piège, c'était l'histoire entre octobre 93 et août 94 des gens qui étaient ballottés complètement dans la terreur, emmenés à la guillotine, sans savoir s'ils s'en sortaient. Mais le Var, c'était ça. Le Var était bouleversé par la division entre ceux qui soutenaient la Convention, la République nouvelle, la première Convention française, et ceux qui ne la voulaient plus. Et ceux qui déjà étaient passés, pour certains, dans la contre-révolution. Rappelez-vous ce qui s'est passé à Toulon. La contre-révolution aboutit à ce que la ville de Toulon s'ouvre aux Anglais, qui est le siège, et quelques belles horreurs supplémentaires. Voilà ce que c'était que le Var à l'époque. C'était absolument un Var déchirant.
déchiré. Et ce livre, il est d'abord sorti quand, à quelle date et chez quel éditeur? Alors le premier qui est sorti à compte d'auteur, peu importe avec qui, ça date de l'an dernier. Et Les Suspects, c'est passé cette année avec Boris Toiti de Livre en Scène, parce que en définitive, on a pu faire beaucoup mieux dans le domaine de l'édition que ce qui avait été fait dans mon apprentissage de la première fois. On va parler de ce nouveau livre, on va parler d'éditeur aussi, parce que c'est comme l'éditeur avec qui j'ai pris contact. Vous avez donc justement un rapport avec lui, et donc justement il s'agit d'un éditeur local, et donc et en plus de la scène. Et donc justement, quel est votre ressenti justement par rapport à cet éditeur local? Bon, c'est déjà appréciable qu'il soit de la scène, ça fait très plaisir, mais ce qui est le plus important, c'est les qualités professionnelles qu'il y met, que j'avais pu goûter quand il m'avait demandé, il y a 2 ans, de préfacer une réédition des histoires de Tamaris et de George Sand, que je connaissais bien, puisque ma famille était plus ou moins impliquée par le bisaïeul de Trucy, qui avait été le propriétaire quand elle était installée à Tamaris. Bon, c'est là que j'ai pu apprécier sa façon de travailler, et donc quand il s'est agi d'éditer le deuxième, c'est-à-dire Les Suspects, c'est venu tout naturellement, et j'appréciais énormément son professionnalisme, et c'est une chance pour la scène. Oui, on peut le dire. Alors, vous le savez, j'ai fait beaucoup de reportages, beaucoup d'interviews donc sur la scène, et on continue, et donc on est content de trouver quelqu'un dans l'édition par rapport justement à cette ville-là. Et puis il faut de beaux livres, parce qu'en définitive, les choix techniques, le papier, le grammage, la mise en scène, la typographie, c'est magnifique, c'est du très beau travail, donc c'est pas désagréable quand on a pondu quelque chose, que ça soit aussi bien imprimé. Oui, c'est-à-dire qu'on fait le livre, et puis après on le découvre une fois qu'il est fini. Alors justement, qu'est-ce que vous pensez du produit fini? Le produit fini m'a énormément plu. En plus, l'article 2, il a plu à ma femme, ce qui est beaucoup plus compliqué, et le fait même qu'il est convaincu de sa qualité, à mon avis, ça suffit, déjà. Il peut faire carrière dans le domaine, il a une garantie, donc c'est bien, c'est très très bien. Alors on va donc parler de ce livre. On est là pour ça. Alors, Les Suspects, il faut savoir que quand la terreur est décrétée à l'ordre du jour, c'est comme ça que les conventionnels, les montagnards, un petit peu sanguinaires de l'époque, avaient voulu appuyer leur pouvoir. La terreur, on terrorise une population pour que l'objet politique puisse cheminer. Les problèmes, c'est que les moyens étaient assez sanglants. Et en définitive, une loi sur les suspects qui a été sortie à l'époque a défini qui était suspect. À partir du moment où vous étiez suspect, c'était la tôle, la guillotine très probable et l'enfermement presque à vie, si la Révolution avait eu une vie. Finalement, tout le monde était suspect. Les prêtres qui n'avaient pas voulu jurer la fidélité à la Convention, les anciens nobles, les immigrés bien entendu, et tous les gens qui en définitive ne jouaient pas le jeu, n'acceptaient pas les changements en cours, qui étaient quelquefois très considérables, ils étaient suspects. Et à partir du moment où ils étaient suspects, c'était des réprouvés, jusqu'au moment où on leur mettait la main dessus. Et donc, à l'intérieur du livre Les Suspects, il y a 10 histoires qui sont extrêmement différentes les unes des autres. Le petit Jean-Baptiste Caillier, 14 ans, qui est commis à Soliès, est arrêté parce qu'on l'accuse d'avoir mis une cocarde blanche sur son chapeau. La cocarde blanche, parce qu'il fallait la cocarde tricolore, si on mettait la cocarde blanche, puni de mort. Donc il va en tôle. Le gendarme de Barjol, François Guillaume, on le met en tôle parce qu'il est soupçonné d'avoir voulu arrêter un député d'Aix-en-Provence, qui était lui, par contre, il était coincé ici, donc il n'était pas en faute. Et puis après ça, on trouve des personnages beaucoup plus importants. On trouve un député constituant de Roquefort, Julien de Roquefort de Grasse. Il a été député constituant, il est maire de Grasse, il est président du tribunal civil de Grasse, et néanmoins, il est arrêté comme les autres parce qu'il y a eu un conflit à Grasse entre les contre-révolutionnaires, les révolutionnaires, etc. Donc les exemples se multiplient, et puis de temps en temps, il y a des types qui ne sont pas suspects, mais qui sont au contraire du bon côté de la guillotine, si j'ose dire. C'est Jean-Baptiste Vachier, qui est de Barjol, c'est un petit avocaillon de Barjol qui tout d'un coup, il est promu accusateur public au tribunal de révolutionnaire, c'est lui qui fait les enquêtes, c'est lui qui va demander la tête des gens. Lui, il va avoir une période de la terreur beaucoup plus paisible. Tous ces destins s'entrecroisent, ils ont tous quelquefois quelque chose en commun. Le gendarme qui est arrêté, il est arrêté parce qu'un type de Toulon est venu chez Victor Trucy, il a passé la nuit et il avait un titre ronflant, il était accusateur public du tribunal de Toulon et il a demandé aux gendarmes d'aller arrêter le député. Voilà, donc si vous voulez, tout ça s'est passé, pratiquement 1, 2 ou 3 liens sont entre chaque affaire. Et puis le notaire, il a accepté dans des minutes de notaire quelque chose qui est puni de mort aussi, il y a beaucoup de choses qui sont punies de mort à l'époque, c'est d'avoir accepté les protestations de ses clients quand pour les payer d'une achat, on les payait avec des assignats. Or à ce moment-là, la monnaie des assignats papier était tellement dépréciée, tellement infâme qu'on n'avait même pas le droit de contester d'être payé en assignats. Et on envoyait les gens en prison pour ça. Alors donc il y a un certain nombre d'histoires de ce genre
Et puis il y en a d'une autre nature. Par exemple, l'avocaillon de Barjol, Jean-Baptiste Aiguet, qui tout d'un coup est promu accusateur public du tribunal criminel de Grasse. Et là, il va se retrouver, en définitive, c'est lui qui va faire les enquêtes, c'est lui qui va envoyer les gens à l'échafaud, c'est lui qui est le grand potentrat. Alors pour lui, la terreur, ça se passe bien. Pour les autres, ça se passe quelquefois très mal. Le vieux magistrat Gontard qui a voulu avoir la peau de Barras, le conventionnel qui habite Fox-en-Fox, on est dans le Var, hein, moyen Var profond, tel qu'il existe encore aujourd'hui. Mais lui, non seulement il rate son coup pour avoir la peau de Barras, mais c'est Barras qui a sa peau. Voilà ces aventures qui montraient la difficulté de vivre à cette époque-là, parce qu'on était perpétuellement en crainte d'être pris dans des tenailles de la bataille entre les conventionnels, les montagnards, les républicains qui arrivaient, et puis ceux qui refusaient la Révolution. On va rappeler les années quand même, enfin les périodes. Toutes ces histoires, c'est entre octobre 1793 et juillet-août 94. Au moment même où Toulon s'est donné aux Anglais, subit le siège, va tomber dans des conditions horribles, 800 personnes fusillées sur les remparts, et qu'en définitive, normalement, la Convention qui était déchaînée contre Toulon avait dit qu'on allait raser la ville. La ville était supposée être rasée. On a recruté à Soliès et dans le canton de La Valette 800 maçons avec leurs outils. On a les documents, disant vous venez démolir Toulon. Et puis ça s'est traduit par en définitive une dégradation de la ville sur la place publique. On a changé son nom, on l'a appelé Port-la-Montagne, et puis comme toujours, quand le vent a tourné, on lui a redonné son nom de Toulon. Alors bien sûr, j'ai regardé le livre avant qu'on en parle, et donc dans ce livre, il y a de l'écrit, mais il y a aussi des illustrations, et j'aimerais quand même qu'on en dise un petit mot. Ah oui, mais ça c'est la richesse de la recherche, c'est le plaisir. Vous savez, c'est déjà très satisfaisant, douloureux mais satisfaisant d'écrire. Là où il y a des véritables merveilles, c'est quand à partir du moment où on plonge dans les archives départementales de Draguignan qui sont d'une richesse inouïe sur cette période-là, des archives nationales de France où j'ai trouvé des papiers absolument invraisemblables, sur lesquels je crois j'aurais pas pu faire grand-chose de définitif, et puis d'autres archives, les archives de la ville de Grasse, ou les archives de la préfecture de police de Paris qui a gardé toute la mémoire des prisonniers de cette époque. On trouve tout le monde, on trouve tous les prisonniers de toute la France quand ils sont passés à Paris et qu'ils ont été incarcérés à tel moment, etc. Et tout ceci, au passage, fait des multitudes d'images qui sont des parchemins, qui sont non pas des photos, mais des peintures, mais surtout des documents originaux, des manuscrits qui sont d'une grande qualité. En définitive, il y a une richesse dans ces archives nationales ou départementales, peu importe. Il y a une richesse absolument colossale. C'est pas assez exploité. Il y en a tellement, elles sont tellement riches, tellement belles, qu'en définitive, il n'y a pas assez de gens pour aller farfouiller là-dedans et en tirer la substantifique morale, c'est-à-dire des faits intéressants. Au milieu de tout ça, il y a un chapitre des Suspects qui est particulièrement riche en illustrations. C'est celui qui relate le fameux voyage de ces prisonniers de Grasse qu'on vient de vider de Grasse. On les emmène à Paris, on les emmène pour se faire guillotiner à Paris. Ils mettront 39 jours en charrette au mois de juillet, alors qu'on leur a refusé même un toit sur les charrettes. Ils vont mettre 39 jours dans des conditions inénarrables, vaches, cruelles. Dans chaque village, ils sont maltraités pour arriver au bout de 39 jours à Paris. Heureusement pour eux, ça leur a sauvé la vie, parce qu'ils sont arrivés 5 jours après la chute de Robespierre. Mais les images sont fabuleuses. Alors ce livre, il est disponible. Déjà, la date officielle de sortie? Il est sorti maintenant, il est en distribution, il est dans les mains de l'éditeur sénois Livre en Scène, Boris Toiti, et déjà dans une vingtaine de librairies.